Tina Tova. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h44, c'est le petit déjeuner politique d'Elisabeth Borne, qui est ministre de la Transition écologique et solidaire et chargée des transports. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Alors avant de parler transport, voiture, train, avion même, un mot sur la démission de Laurent Wauquiez chez les Républicains. Que dites-vous aux LR, aux maires notamment, un petit peu déboussolés par cette défaite aux européennes ? Écoutez, je pense que c'était inéluctable que Laurent Wauquiez démissionne, mais au-delà, c'est plutôt un sujet de ligne politique. Je pense que dans les européennes, finalement, on n'a pas très bien compris quel était le projet. Est-ce qu'ils sont pour l'Europe, contre l'Europe, avec qui ils veulent s'allier au niveau européen, avec Orban ou avec d'autres. Voilà, donc je pense que c'est un enjeu aussi pour eux de clarifier leur ligne politique, et c'est sans doute ce qui a un peu déconcerté leurs électeurs. Est-ce qu'il y a la place encore d'ailleurs aujourd'hui pour une droite en France ? C'est à eux de le dire et de voir s'ils peuvent proposer un projet. Elle n'est pas français. incarnée par Emmanuel Macron, la droite finalement en France ? Enfin, je ne pense pas que Emmanuel Macron incarne la droite, il incarne une ligne progressiste, une ligne écologique, et voilà, c'est le avec projet beaucoup de gens de droite, quoi. Vous avez beaucoup de vos collègues qui sont issus de la droite. Il y a des gens qui sont issus de la droite et des gens issus de la gauche, et c'est une ligne qui est qui veut promouvoir une Europe qui protège, qui aussi accorde une place très importante aux enjeux écologiques, et je pense que c'est ce que les Français attendent. Oui. Alors c'est le jour J pour votre loi mobilité, 3500 amendements, ça va durer 2 semaines. Ça change par rapport à ce qui se faisait auparavant, où les débats pouvaient durer, s'éterniser. Là, cette fois-ci, ce sera plus cadré, malgré les 3500 amendements, Elisabeth Alors Borne. on est dans ce qu'on appelle le temps programmé, donc il y a un temps accordé à chacun des groupes parlementaires. Moi, je pense que ces 3500 amendements, ça montre que c'est un sujet qui vient dans le débat politique, et je pense que c'est une bonne chose. La mobilité, c'est un sujet qui concerne tous les Français, leur vie quotidienne. Jusqu'à présent, on était plutôt limité à des sujets pour ou contre telle grande infrastructure. Là, c'est un projet de loi qui a un objectif clair: des transports plus faciles, moins coûteux, plus propres, et ça intéresse forcément tous les Français et les députés. C'est un sacré défi pour les 20 ans qui viennent, puisque la loi s'inscrit un peu pour les 20 ans qui viennent, jusqu'en 2040. D'abord, sur la prime mobilité, est-ce que cette prime que les employeurs doivent accorder à leurs salariés, elle va être obligatoire ou pas dans votre loi ? 400 € par an, je crois que c'est ça. Alors, ce qui va être obligatoire, c'est de discuter des sujets de mobilité, de déplacement domicile-travail, dans les entreprises. C'est un thème de dialogue social. Je pense que c'est très important, parce que je suis convaincu que les employeurs peuvent faire beaucoup pour faciliter ces déplacements de domicile-travail qui sont encore trop souvent une galère pour les Français, qui peuvent peser sur leur pouvoir d'achat. Et le chef d'entreprise, il peut aider à simplifier ces trajets domicile-travail en jouant sur les horaires, sur le télétravail, en facilitant le covoiturage. Donc je pense que c'est un sujet important. Et puis ils auront aussi, dans l'entreprise, à débattre de la façon dont on accompagne financièrement la mobilité des obligatoire salariés. Ou pas alors finalement ? Ça n'est pas obligatoire, c'est la discussion qui est obligatoire. Et on fera un bilan dans 18 mois. Si tout s'est bien passé, si on a des bonnes réponses qui ont été apportées par les entreprises, très bien. À défaut, on sera amené à prendre des dispositions pour rendre cette prime systématique et obligatoire. Oui, le retour aux 90 km/h sur les nationales et départementales, ça va être dans votre loi, avec l'expérimentation. C'est pas un retour systématique. On va maintenir le 80 km/h qui permettait d'épargner des vies, 116 vies au deuxième semestre de 2018. Mais on entend aussi d'abord une demande des Français de décision en proximité, et puis des élus qui nous disent « laissez-nous prendre nos responsabilités ». C'est ce qu'on fait dans ce texte, avec un avis de la commission départementale de sécurité routière. Les présidents de département pourront relever de 10 km/h sur certaines routes, en tenant compte des accidents sur ces routes. Ils pourront relever de 10 km/h la limitation de vitesse. Et il y a un engouement des présidents des collectivités territoriales pour ça ou pas ? Écoutez, certains ont dit qu'ils allaient se saisir de cette possibilité. On verra, ils prendront leurs responsabilités. Oui, voilà, c'est ça, ils vont prendre leurs responsabilités. L'État se défausse un petit peu, quelque part, non ? Non, l'État répond à une demande des élus qui nous disent « laissez-nous prendre nos responsabilités ». Voilà. Oui. Alors, l'autre objectif de cette loi, c'est quand même de réduire les déplacements en voiture polluante d'une façon générale. Comment parvenir à cet objectif, la fin du moteur à essence, du moteur thermique en 2040 ? C'est demain, c'est dans 20 ans. Écoutez, je pense qu'on peut y arriver, ça, raisonnablement ? Évidemment, moi je suis convaincu qu'on peut y arriver et qu'il faut se donner des objectifs de long terme
pour pas prendre les gens par surprise. Donc c'est ce qu'on fait en donnant cet objectif à 2040. Vous avez vu que dès cette année, les constructeurs français proposent des modèles électriques. Il manquait, pas beaucoup, mais maintenant on va avoir très peu. Mais bon. Non, maintenant cette année, on aura des voitures électriques. Et puis il y a aussi des constructeurs qui proposent des voitures à hydrogène. On peut aussi avoir des biocarburants. Et je pense qu'en se donnant ces 20 ans, c'est le temps qu'il faut pour faire cette transition qui n'est pas simple. Et il faut effectivement travailler avec les entreprises. C'est ce qu'on fait. On a signé un contrat de filière avec les constructeurs automobiles pour engager cette transition sur 20 ans plutôt que d'être pris par surprise au dernier moment. Il faut se donner un cap, donner des moyens aussi. Dans la loi, en particulier, on facilite la recharge des véhicules électriques sur tout le territoire en multipliant par 5. Comment est-ce qu'on va faire ? Oui, multiplier par 5, c'est pas suffisant. Vous le savez, quand vous êtes déjà allé sur tous les territoires, il n'y a pas de bornage, en fait, très peu. Écoutez, je peux vous assurer que ça se développe. Ah oui, mais ça se développe. Donc, enfin bon, voilà, j'étais comme beaucoup de Français sur les routes ce week-end. Pardon, mais j'ai pas vu beaucoup de bornages. Et puis quand il y en a quelques-unes, il y a déjà une file d'attente, quoi. Enfin, on va donc multiplier par 5 si vous voulez les bornes de qu'il y ait recharge. effectivement des voitures électriques sur tout le territoire, quand vous regardez les millions de voitures, franchement, il va falloir pas multiplier par 5, beaucoup plus, vous le savez. Vous savez que dans 90% des cas, la recharge, elle se fait soit au domicile, soit sur le lieu de travail. Oui. Et donc, pour pouvoir installer non, une mais prise, lieu de travail ou lieu de déplacement aussi, en week-end, en vacances, pour faire des courses, pour un tas de choses. Enfin, on va non seulement multiplier les bornes de recharge sur la voie publique, on obligera à installer ces équipements dans les nouveaux parkings. Ensuite, on va dans les parkings anciens, puisque vous dites nouveaux parkings, ça c'est simple, les parkings anciens aussi. On facilitera notamment les discussions dans les copropriétés. On va réduire par 2 le délai pour faire inscrire le sujet à l'ordre du jour dans sa copropriété. Ouais. On va diviser par 2 les coûts de raccordement. Donc je pense qu'on a un plan global pour permettre effectivement de recharger partout sa voiture électrique sur le territoire. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux écolos qui disent il faut le faire dès 2030 ? Écoutez, je pense que vous voyez, ça montre peut-être qu'on a trouvé le bon équilibre, puisque certains nous disent vous allez trop vite, d'autres vous n'allez pas assez vite. Voilà, on a repris cet objectif qui était celui du plan climat annoncé par Nicolas Hulot en juillet 2017, un objectif en 2040 qui est ambitieux et qui laisse le temps à l'industrie automobile aussi de gérer cette transition. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux... Alors, je viens maintenant aux lignes aériennes et puis aux trains. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui veulent arrêter les lignes aériennes intérieures assez vite pour c'est-à-dire sur les lignes à moins de 2 heures, par exemple, de Paris, 2 heures comme un Paris-Nantes, par exemple? Écoutez, moi, je réponds qu'évidemment, il faut encourager les transports plus propres. Et c'est ce qu'on fait dans cette loi mobilité sur tous les modes. Il faut avoir en tête que le transport aérien, c'est entre 1 et 2% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut s'occuper de tous les modes de transport. Je pense que les Français, ils n'ont ni envie, ni besoin d'interdiction dans la loi pour prendre le train quand on a un temps de trajet performant. Entre Paris et Strasbourg, plus personne prend l'avion. Entre Paris et Bordeaux, depuis la mise en service de la ligne à grande vitesse, on a baissé de 40%. Donc il faut fermer ces lignes intérieures alors. Mais attendez, je dis simplement que les Français, quand ils ont une offre de train qui est performante, qui répond à leurs besoins, ils prennent le train. Il n'y a pas besoin de mettre des interdictions dans la loi. Vous voyez, avec les amendements qui sont déposés, on interdirait Paris-Toulouse, par exemple, ou on interdirait une liaison aérienne entre Nantes et Bordeaux. Donc, il faut aussi laisser les Français prendre leurs responsabilités, prendre le train quand ils ont... Bon, en tout cas, vous n'y êtes pas favorable lors de ce débat à l'Assemblée. Je pense que les Français nous l'ont dit très clairement. Vous voyez, les interdictions, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut offrir des bonnes alternatives, en train notamment, et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir effectivement des modes de transport. À propos du train sur les réseaux sociaux, il y a une question notamment sur les places réservées au vélo dans les transports urbains et puis dans les trains, que ce soit en grande banlieue ou même sur les plus grandes lignes. Est-ce que ça deviendra un jour obligatoire d'avoir des wagons réservés au vélo? Alors des places réservées au vélo, oui. C'est donc aussi une disposition qui a été votée dans la loi. On a un règlement qui est en cours de discussion au niveau européen qui prévoit 8 emplacements pour les vélos dans les trains. Je pense que c'est bien aussi. Quand vous prenez votre vélo, on prévoit aussi des garages sécurisés dans les gares. Mais pour certains Français il faut aussi prendre son vélo pour aller plus loin. Leur vélo, il y aura des places réservées dans les trains. Oui, décidément, il y a du travail. Les cheminots sont en grève demain, du moins certains. Qu'est-ce que vous leur dites pour essayer de les rassurer? Je pense qu'on a une réforme effectivement très importante qui revoit le modèle
tout le modèle, effectivement, aussi économique du ferroviaire, y compris pour pouvoir avoir des TGV moins chers. Et c'est bien ce qu'on voit, puisqu'on aura 25 millions de billets Ouigo, donc les TGV à petit prix dès 2020, qui prévoit une transformation profonde de l'entreprise et une ouverture à la concurrence. Moi, j'entends que les cheminots peuvent nous dire qu'il y a des inquiétudes. On avance dans cette réforme. Et moi, je suis convaincu que la SNCF sera plus performante demain, répondra mieux aux attentes des Français. C'est pour ça qu'on a fait la réforme. D'un mot, train de nuit et LGV, c'est terminé ou pas ? Train de nuit, on continue les trains de nuit. On a maintenu les trains de nuit que j'ai trouvé en arrivant. Il y avait 2 lignes de trains de nuit que j'ai décidé de maintenir, même de reconduire la convention pour ces trains de nuit. Qui vont d'où à où ? C'est Paris-Briançon et Paris-La-Tour-Carole. Et on va même moderniser ces trains de nuit. Moi, je crois beaucoup aux trains de nuit. Dans la loi également, il est prévu qu'on présente une stratégie pour ces trains de nuit. Et je pense que c'est une bonne solution. Et les LGV, alors puisque vous dites qu'un jour on arrêtera aussi sans doute l'aérien sur les lignes intérieures, même si aujourd'hui vous dites non. Alors les LGV, ce que je dis, c'est qu'on lignes à grande vitesse, les lignes à grande vitesse, qu'on a consacré l'essentiel de nos investissements dans les transports à faire des lignes à grande vitesse. Et dans le même temps, on a oublié une partie du pays où il y a un véritable sentiment d'injustice, parce que pendant qu'on va plus vite dans certaines métropoles, les réseaux ferrés, les trains se sont dégradés, et donc la programmation que moi je propose, les investissements, c'est de rééquilibrer, d'entretenir en priorité les réseaux, les lignes ferrées, les routes sur tout le territoire, et là aussi de répondre au sentiment d'injustice de beaucoup de Français. Oui, le mot de la fin avec Cécile de Minibus, Elisabeth Borne. Le Parlement européen étudie la possibilité de mettre des boîtes noires dans les voitures neuves de 2022. Ça va enregistrer ce qui va passer dans l'habitacle à quelques secondes de l'accident, mais est-ce que ça pose pas un problème de vie privée ? Écoutez, je pense que quand on progresse comme ça sur des meilleures connaissances de ce qui s'est passé dans les voitures, il faut évidemment le faire avec une prise en compte de la protection de la vie personnelle. Vous savez qu'on a un règlement européen très exigeant sur le sujet, et donc il s'appliquera aussi dans ce domaine. Mais comment vous ferez, puisque c'est une discussion ? Ce sera je vous dis, le règlement sur la protection des données personnelles, il vaut dans tous les secteurs. Il prévoit d'anonymiser des informations quand elles sont utilisées, par exemple sur des objectifs statistiques, et puis de réserver, notamment sur les enquêtes judiciaires ou dans des cas très limités, l'utilisation de ce type d'informations. Merci, vous avez un invité surprise. Bonjour Elisabeth, c'est Bertrand Delanoë, le grand Sherpa du PS. Le Parti Socialiste, tu te rappelles vaguement ce que c'est ? Bon, on parlait d'alternatives des transports assez propres, on va peut-être remettre les diligences au goût du jour. À ce propos, en ce moment, au gouvernement, ça ressemble un peu à un remake façon spaghetti. Le bon, la borne et le borné. Bon, la borne, c'est toi, le borné, on sait qui c'est. Bon, tu peux me dire qui c'est qui est le bon ? Écoutez, je pense que tout le gouvernement s'efforce d'être le meilleur possible pour répondre aux attentes des Français. Bonne directrice de casting. Voilà, absolument. Elisabeth Borne, la ministre des Transports et de la Transition écologique, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Oui, Dany Moreau, qu'on retrouve bien sûr vers 8h20 sur Sud Radio. Restez avec nous, il est 7h58.